Bonjour, soyez les bienvenus dans la semaine de l'écho. Pénurie de carburant, flambée des prix, dépendance énergétique, l'Afrique subit de plein fouet les conséquences de la guerre au Moyen-Orient. Un choc d'autant plus violent que le continent dépend massivement des importations de pétrole, de gaz, mais aussi d'engrais venus de cette région. Alors faut-il craindre une crise énergétique doublée d'une crise alimentaire? Les pays africains peuvent-ils faire face? Enfin, peuvent-ils gagner en autonomie énergétique tout en accélérant leur transition? Eh bien, pour débattre de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir autour de cette table Aurélie Mbida. Bonjour. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef du pôle économie au magazine Jeune Afrique. Abdoulaziz Sy Junior, bonjour. Bonjour. Vous êtes PDG de l'école de commerce Subdeco de Dakar et vice-président de l'organisation patronale CNES. Julien Marcy, bonjour. Bonjour. Directeur du cabinet de conseil Global Sovereign Advisory. Et James Kouaté, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur et PDG de Kantara Asset Management, société de gestion spécialisée dans les obligations souveraines africaines, notamment les eurobonds, que vous proposez aux épargnants du monde entier. Absolument. Donald Trump a salué ce vendredi l'annonce par l'Iran que le détroit d'Ormuz serait entièrement ouvert à la navigation pendant le cessez-le-feu. Quant au blocus américain sur les ports iraniens, il reste en vigueur jusqu'à la conclusion d'un accord selon le président américain. En réaction, les prix du pétrole ont reflué, évoluant sous la barre des $100. Un pétrole qui reste cher et qui fragilise les pays africains non producteurs très dépendants de leurs importations. Certains prennent des mesures d'urgence pour réduire la consommation de carburant et d'électricité. C'est le cas de l'Égypte qui a imposé un couvre-feu à tous les commerces. Le reportage de nos confrères de France Télévisions. Il est 21h, ce café-restaurant en plein centre-ville du Caire ferme. Plus de service alors que d'habitude, il est difficile de trouver une place en terrasse. Les autorités égyptiennes ont imposé un couvre-feu à tous les commerces. Le pays est très dépendant du pétrole iranien. Avec la guerre, les factures d'électricité ont plus que doublé en un mois. L'heure est donc aux économies d'énergie. Les gens respectent la décision prise par le gouvernement. Mais nous espérons que la situation internationale se calmera vite. Parce que vivre dans l'obscurité dès 21h, ce n'est pas tenable très longtemps. Un couvre-feu temporaire prévu pour une durée minimale d'un mois. Pour les commerçants, l'interdiction d'ouvrir tard est une très mauvaise nouvelle car ils vendront moins. Alors ils demandent aujourd'hui davantage de souplesse dans les restrictions. Il faudrait repousser l'heure de la fermeture jusqu'à minuit. 21h pour nous, c'est une catastrophe. Surtout à l'approche de l'été. Le soir, les touristes viennent souvent acheter. C'est donc un vrai manque à gagner pour nous. D'habitude grouillantes, les rues du Caire sont désormais plus calmes et moins encombrées. Car l'éclairage public a été réduit au strict minimum dès 21h. Après le Covid, beaucoup d'Égyptiens s'inquiètent des conséquences d'une nouvelle crise économique provoquée cette fois par la guerre en Iran. Les décisions qui sont prises sont difficiles à accepter. On ne sait pas combien de temps cela va durer. L'obligation de fermer le soir aura des impacts sur nos emplois et sur nos salaires. Tous les secteurs vont souffrir. Bureaux et administrations fermés plus tôt. Télétravail vivement recommandé un jour par semaine. L'austérité énergétique affecte toute l'économie égyptienne. Une seule exception, les zones touristiques, source de revenus indispensables au pays. On le voit en Égypte, pour certains pays, la crainte des pénuries, elle est déjà très concrète. James Kouaté, cette menace, elle plane aussi sur une bonne partie de l'Afrique de l'Est, des pays qui importent, qui sont très dépendants du pétrole venu du Moyen-Orient. Oui, absolument. Alors, un bon exemple, c'est le Kenya, par exemple. Le Kenya, c'est un pays importateur de pétrole. En plus, les 2/3 du pétrole importé du Kenya viennent du Moyen-Orient, donc ils sont vraiment les plus touchés. Les prix ont commencé à monter au Kenya, les prix ont monté beaucoup. Et puis c'est un pays qui a des élections l'année prochaine, donc il y a des subventions, donc c'est un peu difficile d'enlever les subventions en année préélectorale. Donc le Kenya souffre beaucoup de ça. Ils ont d'ailleurs demandé cette semaine une aide à la Banque mondiale. Le Kenya qui avait déjà un peu de déficit, qui était déjà un pays assez fragile, assez fragilisé. Donc à la fois la balance courante va être impactée, la balance fiscale va être impactée.
Donc oui, les pays d'Afrique de l'Est sont assez exposés. Alors, on a vu le Premier ministre éthiopien qui a instauré un rationnement strict. Le carburant disponible est prioritairement alloué aux hôpitaux, au système d'abduction d'eau et à la défense. Il y a la Tanzanie aussi, qui réduit la taille des convois officiels, encourage le télétravail, comme on l'a entendu en Égypte, et qui limite certains déplacements publics. Julien Marcilly, tout cela, on peut se dire que si ça dure, évidemment, ça risque d'impacter l'économie. Oui, complètement. Et en effet, il y a une vraie différence entre beaucoup de pays d'Afrique de l'Est et plutôt ceux qui sont à l'ouest du continent, pour lesquels la nature du problème n'est pas exactement la même. Elle est peut-être moins criante, oui. Exactement. Donc il y a effectivement le Kenya, mais d'autres, l'Éthiopie, c'est quasiment 100% de ses approvisionnements de pétrole qui venaient du Moyen-Orient, l'Ouganda, l'Égypte et quelques autres. Donc, alors que dans la partie ouest du continent, c'est beaucoup moins. Des pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo, c'était moins de 10% de leurs approvisionnements de pétrole et de gaz qui provenaient du Moyen-Orient. Donc ça veut dire que pour la partie est, effectivement, il y a des pénuries qui peuvent être très rapides. Et donc ça veut dire qu'il y a un effet récessif potentiellement assez fort sur l'économie. C'est ce qu'il a été dit dans le reportage. Pour les pays qui ne dépendent pas directement du Moyen-Orient, en revanche, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, mais les prix augmentent parce qu'on est dans un marché mondialisé. Et pour eux, le premier problème, il est plutôt inflationniste plutôt que récessionniste. Alors, Fatih Birol, qui est le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie, estime qu'il faudra environ 2 ans pour compenser la perte de production énergétique subie au Moyen-Orient. Ça veut dire qu'on est quand même parti pour durer ? Oui, il y a des capacités de production qui ont été en effet détruites. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle les gouvernements réagissent assez rapidement. Et justement, l'Agence internationale pour l'énergie, dans son récapitulatif, liste à peu près dans le monde une cinquantaine de pays qui ont d'ores et déjà pris de nouvelles mesures financières, c'est-à-dire soit des subventions directes pour les prix à la pompe, soit des baisses d'impôts. Et puis vous en avez plus d'une trentaine qui, à l'inverse, eux, se sont plutôt tournés vers des mesures visant à limiter la demande, comme le montre le reportage sur l'Égypte. Donc il y a des choix difficiles qui sont à faire. Dans le premier cas, effectivement, l'impact est ressenti et moins fort pour les consommateurs à court terme. En revanche, ça pèse sur les finances publiques. Dans le deuxième cas, comme on l'a dit, ça ne pèse pas tout de suite sur les finances publiques. En revanche, l'effet sur la croissance économique à court terme, il est plus fort. Abdelaziz Sy Junior, on l'a dit, l'impact il est très fort pour les pays d'Afrique de l'Est en termes de pénurie. Pour autant, l'Afrique de l'Ouest, elle est aussi impactée sur les prix. Tout à fait, vous avez parfaitement raison. Nous sentons les effets, la pression inflationniste. Néanmoins, les prix sont quand même contrôlés. Si on compare avec la période de la guerre avec l'Ukraine, on reste 2022. quand même en dessous de 3% de taux d'inflation. Et plutôt effectivement dans les pays anglophones où on a des explosions. En Éthiopie, Nigeria, on est à 2 chiffres, taux d'inflation à 2 chiffres. Je pense aussi que la stabilité de notre monnaie, qui est arrimée à l'euro, donc qui est à parité fixe avec l'euro, nous aide énormément à pouvoir limiter justement cette poussée inflationniste. Aurélie Mbida, il y a aussi le coût du fret, le coût des assurances qui explose. On peut se dire quand même que c'est une mauvaise nouvelle pour des pays qui importent beaucoup, qui sont très dépendants de leurs importations. Que ce soit pour le carburant et à peu près pour toutes les denrées qui sont importées, évidemment. La fermeture notamment du détroit d'Ormuz qui a mis les prix du fret fortement à la hausse, a un impact immense sur les finances publiques de pays qui sont déjà fragilisés par des chocs avant même la guerre au Moyen-Orient et qui s'en remettaient aujourd'hui tout juste, avec des prévisions de croissance qui étaient plutôt positives, qui revenaient dans des bonnes eaux et qui ont aujourd'hui été réduites. Là, les chiffres qui sont tombés cette semaine du FMI et de la Banque mondiale ont montré que en fait, la croissance africaine va ralentir, 4,3% au lieu de 4,6% en 2026, lié évidemment à toute cette importation de coûts sur les finances publiques des États. Oui, justement, on l'a dit, face à ce nouveau choc pétrolier, plusieurs pays comme le Kenya ou l'Éthiopie ont choisi aussi de réintroduire ou d'augmenter temporairement les subventions au carburant. Ce n'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques.
Non, c'est pour ça qu'il y a des choix de politique économique qui sont pas simples. Et il n'y a pas de bonne solution. C'est-à-dire qu'en effet, soit on choisit de maintenir des subventions ou de les réintroduire, par exemple dans le cas de l'Éthiopie, mais on sait que ça va peser sur les finances publiques. Qui plus est, ce type de mécanisme aussi a l'inconvénient de ne pas désinciter les consommateurs, que ce soit des ménages ou des entreprises, à réduire leur consommation. Donc c'est pour ça que généralement, beaucoup d'organisations internationales plaident plutôt pour une annulation, une suppression graduelle de ce type de subventions, typiquement le FMI. Par exemple, remplacées par des allocations versées aux ménages les plus pauvres. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est facile à dire, pas forcément facile à faire, puisque après c'est compliqué quand on a besoin tous les jours d'aller remplir son essence, sa voiture, de s'en passer, quoi. Au Sénégal, le gouvernement subventionne l'électricité, l'essence, le gasoil, les carburants. Va-t-il continuer à le faire? Peut-il continuer à le faire? C'est là toute la question, puisque les marges de manœuvre, vous le savez, ont été considérablement diminuées, avec un endettement à près de 130% du PIB. Donc, il est certainement probable que la volonté, en tout cas, de l'État, c'est de continuer à supporter le plus possible les Sénégalais, le pouvoir d'achat. Mais les mesures de rationnement, de limitation des dépenses publiques sont en train d'être mises en place dans le cadre d'un programme qui s'appelle le PREZ, programme de résilience. C'est le programme avec le Fonds monétaire international? C'est le programme qui a été proposé au Fonds monétaire pour réduire le déficit. Et dans ce programme-là, par exemple, récemment, il y a eu des mesures pour limiter les voyages de certains membres du gouvernement, la fusion d'agences publiques qui étaient budgétivores. Donc, il y a beaucoup de mesures qui vont être prises justement pour limiter les dégâts, surtout au point de vue des populations les plus vulnérables. Vous l'avez dit, le Sénégal a des difficultés budgétaires, a eu des ennuis avec sa dette, puisqu'un programme de 1,8 milliard de dollars a été suspendu en 2024 par le FMI, après avoir la découverte de dettes non déclarées qui donc ont fait exploser le niveau d'endettement du pays. Sa note souveraine a été récemment dégradée à CCC- par les agences de notation. Que peut-il se passer maintenant ? Alors, je pense que les discussions avec notamment le FMI se poursuivent. Lors de la rencontre de printemps du FMI, nous avons constaté des discussions positives qui vont dans le sens de venir en aide à l'État. Mais la politique actuellement qui est mise en œuvre, c'est vraiment de travailler à à lever des fonds de manière endogène. À travers la fiscalité, notamment, ou des mesures de captation de la richesse, notamment dans le mobile money, par exemple, ou dans d'autres sources de financement interne pour lever assez de recettes fiscales et tendre vers cet objectif de réduction du déficit à 3% dans les 2 ans. C'est bien ça. James Kouyaté, en tant d'investisseur sur la dette souveraine africaine, le cas sénégalais vous inquiète-t-il ? Alors oui, les marchés sont très inquiets. D'ailleurs, si vous regardez les niveaux auxquels traitent les obligations sénégalaises, c'est 50% du nominal, 50% de la valeur d'émission. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impression qu'on a, c'est que le FMI, pour donner un nouveau programme, demande une restructuration. C'est-à-dire ? Ça veut dire qu'il demande en gros au Sénégal d'imposer une perte sur le nominal aux prêteurs. De dire, je vous ai prêté 100, je vous en rends 70, je vous en rends 50. Donc tu es en mesure d'honorer complètement voilà, aujourd'hui, j'ai 130% de ratio dette sur PIB, c'est intenable. Donc je vous demande de faire un effort et de baisser la valeur que je vous dois. Le gouvernement n'est pas d'accord. Le gouvernement tient à honorer sa dette, a du mal à se financer, ne peut plus se financer à l'extérieur. Donc ils se sont financés beaucoup sur le marché domestique à court terme, ce qui fait monter en plus les taux. Ils ont aussi fait un financement avec des swaps, on va dire en gros pour simplifier. Ils ont eu du financement en devises de l'extérieur et ils ont mis en face de la dette locale, en devise locale, en collatéral, en contrepartie en fait. Donc les solutions de financement sont très compliquées. Le marché aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est implicite dans les obligations sénégalaises, c'est une restructuration.
Les obligations traitent autour de 50%, donc ça veut dire que le marché pense que ça va être difficile d'éviter la restructuration. Ça, il l'a intégré. Absolument. Mais en principe, les marchés, ils n'aiment pas ça, non? Ça dépend. Si vous achetez à 50, vous êtes content. Si vous avez acheté à 100, vous n'aimez pas. Si vous avez bien parié, ça marche bien. Mais, Julien Marcy, on le voit, le cas du Sénégal, il est quand même sensible. Globalement, les économies africaines sont-elles, on le disait tout à l'heure, mieux préparées qu'en 2022 face à ce choc qui vient du Moyen-Orient? Et en quoi le sont-elles? C'est vrai, quand on pense risque d'inflation, tout le monde se remémore, pas seulement en Afrique, d'ailleurs, ce qui s'est passé en 2022, mais il y a quand même certaines différences. La croissance pour l'Afrique subsaharienne a jamais été aussi forte l'année dernière depuis 10 ans. Et mine de rien, on n'en parle peut-être pas assez, mais au global, pour l'ensemble de la région, la dette publique a eu tendance aussi à baisser. Les déficits budgétaires se sont quand même en partie résorbés pour certains. Et surtout du côté de l'inflation, en fait, parce que c'est ce qui compte aujourd'hui, le point de départ n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout le monde se souvient de la forte montée des prix. Mais en fait, pour beaucoup de pays... C'était post-Covid. Exactement. Mais pour beaucoup de pays en Afrique, la montée de l'inflation précédait la crise russo-ukrainienne. C'est-à-dire que dès 2021, on avait eu une montée de l'inflation assez nette dans beaucoup de pays. Or, aujourd'hui, comme il l'a été dit, justement, les niveaux de départ de l'inflation sont très bas dans beaucoup de pays. On est quasiment à zéro en Côte d'Ivoire ou au Togo. Alors, pas partout, effectivement, mais c'est quand même une différence notable. James Kouyaté, l'Afrique, elle est en moyenne moins endettée que d'autres régions du monde, mais pour autant, elle emprunte plus cher et plus difficilement, à des conditions plus strictes. Cette crise risque-t-elle de compliquer davantage l'accès des pays africains au financement? Oui, effectivement. Le ratio dette sub PIB de l'Afrique est autour de 60%. Donc, il est beaucoup. Donc c'est moins que la France, pour donner une idée, qui est au-delà de 110%. La France, c'est moins que la plupart des pays, même émergents. Par contre, le financement est beaucoup plus cher. Alors, que ce soit le financement par les recettes fiscales, si vous regardez les taux de taxes sur le PIB, c'est assez bas en Afrique. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que c'est difficile finalement de lever des impôts. C'est difficile de lever les impôts. Une bonne partie des économies sont informelles. Donc, les taux sont autour de 20% du PIB. Et sur les marchés extérieurs, il y a une espèce de prime africaine. Ce qui est un peu notre thèse d'investissement d'ailleurs, ça veut dire qu'à niveau de notation équivalente, les pays africains ont tendance à se financer un peu plus cher que la moyenne des pays émergents. C'est une prime de risque? C'est une prime de risque, absolument. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué de se financer à l'extérieur. Alors est-ce que ça pourrait augmenter? Oui, ça pourrait augmenter, mais la différence avec 2022, c'est que les taux américains qui servent un peu de base sur les taux de financement extérieur, ils sont élevés aujourd'hui. Ils étaient à 1% en 2022, ils sont montés jusqu'à 5%. Aujourd'hui, ils sont à 4,40%. Donc, il y a un peu moins de marge à la hausse, je pense. Mais oui, effectivement, si la crise durait longtemps, ça pourrait dégrader les conditions financières. Ça les dégrade déjà aussi en domestique, parce que la plupart des banques centrales qui étaient dans une tendance baissière sur les taux, elles ont arrêté de baisser les taux. Regardez en Afrique aussi, d'ailleurs. Donc c'est vrai que si ça continuait, ça pourrait effectivement dégrader les conditions financières. C'est ça, ce qu'il faut craindre, un durcissement des taux des banques centrales. Elles doivent se prononcer d'ici peu, et c'est vrai que ça durcirait d'autant les conditions de financement. Ça vous inquiète? Tout à fait. Alors moi, sur le sujet, je voudrais juste aussi qu'on fasse un rappel historique, parce que au début des années 90, on était dans la même situation. Juste avant la dévaluation du franc CFA, il y avait une crise de la dette. Et on a pu, avec les partenaires techniques et financiers, bénéficier d'allègements de la dette, donc des fois même d'annulation. Je pense qu'il faut aller aussi, il ne faut pas fermer cette possibilité. Et que ces Elle mécanismes... est sur la table, cette possibilité? Peut-être que c'est l'objet des discussions avec le FMI, mais je serais beaucoup plus favorable à ce genre parce que ça avait permis ensuite aux pays de baisser leur déficit budgétaire jusqu'à même 14%. Leur dette publique était descendue jusqu'à 14%. Et je pense que ces initiatives-là qui avaient été mises en place peuvent encore être sollicitées. Parce qu'aujourd'hui, les taux de croissance qui sont annoncés, qui sont prévus par le FMI restent faibles, 2,5, 2,6%. Et avec ces taux, on ne peut pas espérer pouvoir baisser le déficit public. Dans cette crise, il y a quand même des gagnants en Afrique.
Aurélie Mbida, dans ce choc, est-ce que certains pays producteurs tirent leur épingle du jeu ? On ne peut pas parler de gagnant-gagnant dans une crise, mais quasi-gagnant, on va dire. En tout cas, sur la question du pétrole, il faut quand même rappeler qu'en Afrique, il y a pas mal de pays qui sont producteurs. Il y a 4 pays, la Libye, l'Angola, l'Algérie et le Nigeria, qui dépassent le million de barils jour en capacité de production. Qui sont membres de l'OPEP aussi. En revanche, le sujet, c'est ceux qui sont en capacité de raffiner ce pétrole brut et donc de le transformer en carburant, en diesel, en produits pétroliers utilisés par les ménages, par les entreprises. Et c'est là où le bas blesse, effectivement, parce qu'il y a très peu de raffineries. En Afrique, il y a une quarantaine de raffineries sur 54 pays, c'est dérisoire. Il n'y a qu'une vingtaine de raffineries qui vraiment sont en marche. Et là, on entend parler depuis plusieurs mois d'un certain Dangote, le milliardaire nigérian, qui est un agro-industriel à la base, ensuite qui a fait fortune dans le ciment et qui aujourd'hui est à fond sur le pétrole. Il a construit une méga raffinerie au Nigeria et on parle là de 650 000 barils jour de production dans cette raffinerie qui sera destinée à nourrir le marché local, à nourrir les pays voisins. Ça a déjà commencé. Il y a, je crois, 17 cargaisons d'essence qui sont parties en mars à l'export en Afrique vers les pays voisins. Il y a même ce vendredi, j'ai vu passer une info comme quoi en Europe, on va avoir recours au kérosène produit dans les raffineries Dangote. Donc lui, c'est le grand gagnant. Donc lui, c'est un gagnant quelque part. Voilà, on en entend parler au-delà des frontières du Nigeria. C'était déjà le cas un petit peu sur le continent, mais là, vraiment, ça devient le Nigeria via Dangote. C'est un exemple, en tout cas sur le domaine du carburant, de gagnant de cette crise. C'est vrai que pour des pays qui produisent mais ne raffinent pas, finalement, cette envolée des prix, ils la subissent également. Complètement. Et le paradoxe, c'est que même dans le cas du Nigeria, malgré tous ses atouts, malgré ce monsieur Dangote, les consommateurs ont il y a eu une hausse du carburant. Une forte hausse des prix à la pompe parce que cette usine n'est pas encore à pleine capacité. Donc, ce qui montre bien que ce type d'investissement prend énormément de temps. Et là, on parle évidemment des réponses de court terme à adopter, mais à long terme, il y a évidemment, pour beaucoup de gouvernements, se poser la question de comment est-ce que je dois diversifier mes approvisionnements et comment est-ce que je peux devenir plus autosuffisant en la matière. Alors, au-delà des prix à la pompe, une autre menace plane sur le continent. Un tiers des engrais vendus dans le monde transitent par le détroit d'Ormuz. En Côte d'Ivoire, l'économie repose principalement sur le secteur agricole et sur les engrais massivement importés du Moyen-Orient. Avec le blocage du détroit, leurs prix ont flambé. Le reportage de Julia Guggenheim et Damien Coffy. Pour ce couple de cultivateurs de concombres, l'heure est au semis, mais aussi au compte. Cette année, Karim ne pourra pas mettre autant d'engrais que nécessaire dans son champ. Avant, là, c'était 20 000. Jusqu'à ça a augmenté le prix, là. Souvent 25 000, soit 28 000, souvent 30 000. Tu vas enlever, là, il y a des engrais, là, il y a des graines de concombre, là. Là, on met tout ça, là. Parce que si le champ là va finir, là, on calcule, là, mais on ne gagne rien dedans. Cette envolée est due au blocage du détroit d'Ormuz, par lequel passe un tiers des engrais vendus dans le monde. Un coup dur pour la Côte d'Ivoire qui importe 90% des 500 000 tonnes d'engrais nécessaires chaque année à son secteur agricole. Ce grossiste fait déjà face à des ruptures de stock. Actuellement, nous remarquons qu'il y a l'engrais qu'on appelle le KCL standard, qu'on appelle pratiquement chlorure de potasse, qui est en rupture actuellement au niveau des distributeurs. S'il y a un manque de produits sur le marché, ça ne fait que retarder les plantes et les plantes aussi ne produisent plus. Et s'il n'y a pas eu de négociation au niveau de cette guerre-là, je pense qu'on va tous subir. Face à cette pression, certains agriculteurs cherchent des solutions locales pour les engrais. Dans sa ferme-école, l'ONG Living Soil en produit grâce à ses mouches soldats noirs. Je suis en train de collecter les pondoirs. C'est le support sur lequel pondent les mouches. Comme ça, après, on pourra avoir des larves pour pouvoir les faire grossir. Les larves de mouches décomposent ensuite des déchets organiques collectés sur les marchés, qui deviennent ainsi du fertilisant. Un produit 3 fois moins coûteux que l'engrais importé.
on n'a pas besoin d'aller chercher les matières premières assez loin. Ça sort de tout ce qu'on mange à la maison, de nos cuisines, tout ça. Donc, les matières premières sont vraiment accessibles. Et quand on l'utilise à long terme, ça a pour vocation d'améliorer les caractéristiques de notre sol. L'ONG forme également les agriculteurs à l'élevage de mouches soldats noirs pour qu'ils produisent eux-mêmes leur engrais. 8 fermes similaires ont déjà été créées dans le pays. On le voit, il existe des solutions, mais en attendant ce qui se joue avec les engrais et la flambée des prix, Abdoul Aziz Sy Junior, n'est-ce pas tout simplement la sécurité alimentaire ? Tout à fait. C'est vraiment un enjeu extrêmement important pour les populations, puisque nos économies, surtout notre agriculture, est très dépendante, hyper dépendante même, je dirais, des engrais importés. Et beaucoup de ces engrais proviennent aussi du Moyen-Orient, l'Iran, le pays du Golfe. Et aujourd'hui, cette situation provoque une flambée des prix et remet en cause la campagne agricole à venir. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a un pays comme le Maroc avec l'OCP, la structure qui s'occupe de l'exploitation du phosphate. C'est vraiment un exemple pour beaucoup de pays africains, surtout producteurs de phosphate, comme nous sommes un producteur de phosphate, mais devons davantage maîtriser toute la chaîne de transformation de ce phosphate en engrais. Et c'est tout l'enjeu des discussions qu'on a avec nos industries chimiques. Ça s'appelle ICS, Industrie chimique du Sénégal. Un petit peu comme les raffineries pour le pétrole, finalement. Absolument. Julien Marcilly, une flambée durable des prix alimentaires, ce serait quoi le pire des scénarios pour l'Afrique ? C'est vraiment quand on se posait la question il y a quelques minutes de savoir est-ce qu'on pourrait entrer dans un cercle vicieux où les politiques monétaires se durcissent et ça a des effets ensuite sur la croissance, etc. etc. Voilà, le point clé, c'est vraiment les prix alimentaires, puisque on se souvient qu'en 2022, pour revenir à cette crise, en fait, malgré tout ce qu'on a pu dire sur les prix de l'énergie à l'époque, ça avait assez peu contribué à la hausse totale de l'inflation dans beaucoup de pays africains. Pour donner quelques chiffres, mais en moyenne, même si ça varie beaucoup d'un pays à l'autre, mais les transports, ça contribue à hauteur de 5 à 10% dans beaucoup de pays du budget des ménages. Donc alors que l'alimentation, c'est autre chose. Alors que pour l'alimentaire, c'est très variable là aussi d'un pays à l'autre, mais on est au moins à 20% et parfois ça va même jusqu'à 50%. Donc effectivement, ces sujets de prix alimentaires sont clés. Là aussi, j'ajouterais qu'en fait, il y a à peu près la même distinction que pour l'énergie. C'est-à-dire que beaucoup de pays en Afrique de l'Est et australe dépendent à hauteur de 30 à 50% pour leurs approvisionnements de pays du Moyen-Orient ou de l'Iran. Quand pour la partie ouest, c'est beaucoup moins, même si effectivement, même quand on ne s'approvisionne pas directement dans cette région-là, on subit quand même la hausse des prix. Est-ce que cette crise, on parlait des gagnants, si on peut dire, ou des perdants, cette crise, est-ce qu'elle profite à la Russie, qui est à la fois producteur de pétrole, de gaz, mais aussi d'engrais ? Alors, pour les liens avec l'Afrique, à ce stade, je trouve que c'est difficile à dire, mais plusieurs pays, par exemple asiatiques, depuis le début de la crise, l'ont dit officiellement, qu'ils discutaient avec la Russie pour s'approvisionner davantage en pétrole et en gaz. Mais au-delà de la Russie, il peut y avoir aussi certains gagnants sur le continent. Il y a des pays comme, effectivement, vous citiez le Maroc, mais il y a l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria qui ont développé aussi ces dernières années des capacités de production dans les engrais et qui produisent aussi eux-mêmes leur gaz naturel nécessaire à la production des engrais. Et donc, quelque part, un peu comme il a été dit pour le pétrole et le gaz, ça pourrait être aussi une manière d'accélérer la régionalisation des échanges. Cette crise... Et effectivement, ça accélère aussi la volonté d'avoir une souveraineté alimentaire. Une souveraineté surtout dans le domaine agricole. C'est produire soi-même ses engrais. Et sur le reportage, on a vu les alternatives qui sont utilisées pour avoir d'autres fertilisants. Et c'est là qu'il faut aussi développer la recherche dans les universités pour pouvoir travailler sur d'autres modèles, d'autres types d'engrais locaux, naturels, pour compenser justement cette dépendance à l'international. Cette nouvelle crise, elle me rappelle brutalement l'urgence, vous le dites, pour l'Afrique de réduire ses dépendances. Certains pays comme le Sénégal développent d'ailleurs du gaz, du pétrole. Est-ce que ça passe aussi par ça, par développer ses propres capacités pour des pays qui ne sont pas encore en production, j'entends ?
Oui, c'est un peu ce qu'on dit depuis quelques minutes, là, cette question finalement de développer une forme de souveraineté, alors que ce soit sur l'alimentaire ou l'énergie, qui permettent de moins devoir importer. Moi, je voulais juste rappeler sur l'engrais quand même que c'est pas juste un petit sujet sur la sécurité alimentaire, c'est vraiment un péril, enfin c'est même plus grave, je pense, que le carburant, Oui, parce que en réalité, si on regarde la hausse, quand on parle de l'urée, par exemple, l'urée, c'est un des composants principaux des engrais. Ça a pris $80 la tonne pour un prix déjà qui était assez élevé. Enfin, en gros, on dépasse aujourd'hui les $500 la tonne pour l'urée. Ce que disait tout à l'heure dans le reportage la personne qui cultivait, notre correspondant, pardon, qui expliquait ce sujet, c'est que en gros, il va y avoir tout simplement moins d'engrais dans les champs, moins de récoltes à venir, et donc péril immédiat sur les prochaines récoltes. Comment rattraper ça quand on n'a pas soi-même de stock alimentaire sur, je sais pas, le blé, enfin le riz, etc. On va continuer à importer. Donc, évidemment, le sujet pour revenir à votre question, comment on atteint l'autosuffisance, comment on se développe, ça doit être aujourd'hui un des sujets majeurs des pouvoirs publics dans les pays qui ne sont pas en capacité aujourd'hui d'y répondre en cas de choc. Sachant que certains producteurs agricoles en dehors d'Afrique, comme l'Inde par exemple, ont d'ores et déjà dit qu'ils pouvaient eux aussi être en manque d'engrais, ce qui pénaliserait aussi les importations africaines de riz par exemple. Et on se souvient que ça a été un problème majeur là aussi ces dernières années. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, effectivement, c'est comme l'a dit Aurélie, c'est vraiment un vrai enjeu dans les campagnes agricoles, en sachant qu'une grande partie de la population vit déjà des recettes agricoles, donc ça met en péril leur pouvoir d'achat, ce qui peut avoir des conséquences au niveau de l'immigration, au niveau de l'exode rural, très importantes. Ouais. J'imagine que pour un directeur d'école comme vous vous inquiétez de la fuite des cerveaux pour le Sénégal ? Absolument, puisque chaque crise, à la fin de chaque crise, au moment de chaque crise, on se rend compte qu'il y a un pic de l'émigration. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est ces problématiques d'émigration, de fuite de cerveau, de perte des talents, des personnes hautement qualifiées qui seraient poussées comme ça et quitteraient le Sénégal en destination de l'Europe, des États-Unis ou du Canada. Et notamment les personnes issues, les enseignants, les médecins. Ça, c'est quelque chose que vous observez déjà ? Absolument. On a constaté, par exemple, dans le domaine de l'enseignement, ces 3 dernières années, on a eu un déficit de 6 000 enseignants qui sont partis. Et en sachant qu'il y avait déjà au préalable un déficit déjà d'enseignants. Donc, ils sont rapidement remplacés sans pour autant avoir eu le temps d'être bien formés. Et c'est un risque pour les générations futures. C'est un sujet effectivement très préoccupant. Vous parliez de souveraineté tout à l'heure. Pour revenir au pétrole et au gaz, on sait que le Sénégal, il mise précisément sur sa production nationale. À quelle échéance le Sénégal peut-il réellement compter ? Peut-il devenir autonome énergétiquement ? Alors, c'est effectivement l'un des projets phares, c'est de mettre en place ce qu'on appelle la stratégie Gas to Power, c'est mettre en place donc toute une industrie, profiter des champs, notamment au nord du Sénégal, le champ GTA. En mer, ouais. En mer, en offshore, et profiter de ce gaz pour l'industrialisation de notre pays et à baisser les coûts de l'électricité. Aujourd'hui, justement, juste avant la crise, on a pu observer une baisse d'électricité pour les premières tranches. C'était grâce justement aux premières exploitations de ce réseau gazier. Mais il faut un investissement très important, notamment dans la construction d'un gazoduc qui va alimenter les centrales à gaz au Sénégal. Et donc ça nécessite beaucoup de capitaux pour finaliser. Mais je pense que les premières retombées se sentiront dans le moyen terme. C'est-à-dire ? C'est pas maintenant. La mise en production, c'était censé être vers 2027-2028 sur Sangomar et GTA. Oui, c'est ça. Mais peut-être que la dette
sénégalaise n'a pas... Et peut-être aidé. effectivement le besoin de financement pour ces gazoducs, comme on le disait tout à l'heure, ça peut poser problème. Est-ce qu'on parlait de taux d'intérêt qui pouvaient être amenés à remonter? Est-ce qu'on ne risque pas également d'assister, en plus de ces difficultés d'accès au financement, à un détournement des capitaux vers des pays, on va dire, occidentaux, plus sûrs, où les taux sont assez élevés, comme on a pu l'observer en 2022 par exemple? Oui, alors il y a des pays qui, ces dernières années d'ailleurs, depuis la fin de la crise, ont eu énormément de flux de portefeuilles, de flux de capitaux entrants. Il y a par exemple l'Égypte qu'on a eu au début du reportage, il y a eu le Nigeria aussi, la Zambie. Le risque, c'est vrai, si la crise continuait, c'est qu'il y ait des flux sortants. C'est vrai qu'il y ait des flux sortants, ça c'est un risque, absolument. Mais à la différence de 2022, les pays africains aujourd'hui ont des positions extérieures beaucoup plus solides. Si vous regardez le niveau des réserves dans les pays qu'on a cités, l'Égypte, le Nigeria, le Kenya, c'est assez élevé. Le Nigeria a 35 milliards de réserves nettes, 50 de brut. En 2023, ils avaient 4 milliards. Donc, ils ont des positions extérieures qui sont un peu plus solides. Ouais, on vous sent confiant, en tout cas. Non, enfin, il ne faudrait pas que la crise dure beaucoup, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que si le détroit est ouvert comme il est ouvert ce vendredi... qui se rebloque. Ça devrait aller, mais c'est vrai que s'il reste longtemps bloqué, ça pourrait être un souci. Pardon. Non, et qui plus est, je dirais que la question qui se pose si on sort des capitaux, c'est pour aller où? Et ces derniers temps, on s'est quand même beaucoup posé de questions quant à la soutenabilité de la dette américaine, par exemple. Donc, si aujourd'hui vous êtes une multinationale en Afrique et que vous vous posez cette question, c'est pas si évident, ou en tout cas aussi évident qu'auparavant, que détenir de la dette publique américaine au détriment, par exemple, de certains titres de dette de pays d'Afrique soit toujours aussi avantageux. En tout cas, on croit ce que vous nous dites, c'est que les pays africains sont moins endettés, en tout cas que les États-Unis. Non. Et en plus, la dette rapporte. Je suis complètement d'accord, parce que si vous regardez ce qui se passe d'ailleurs sur le dollar, depuis le début de la crise, il a pas monté. Il n'a pas monté, et d'ailleurs les devises africaines sont même un peu en hausse par rapport au dollar. Donc c'est vrai, il y a une défiance aussi du dollar, absolument. Donc qui pourrait bénéficier à l'Afrique éventuellement. J'espère. On espère. Julien Marcilly, cette crise peut-elle accélérer la transition énergétique? À moyen terme, les solutions, de toute façon, c'est sûr qu'il n'y en a pas énormément. C'est essayer de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier en termes d'approvisionnement, donc trouver des fournisseurs différents ou produire davantage d'énergie renouvelable. Mais là aussi, c'est facile à dire. Après, il faut le faire. On sait que les besoins d'électricité en Afrique de l'Ouest ont augmenté de près de 75% depuis 2018. Donc les besoins d'investissement en la matière sont déjà gigantesques, à la fois en termes de connectivité des réseaux d'électricité, par exemple, au sein des régions, entre régions, ou même sur des projets de mini-réseaux plus individuels ou collectifs. On sait que ce sont des choses qui fonctionnent ici et là dans certains pays, mais là aussi, ça nécessite des investissements et donc du financement. Mais clairement, ce type de crise est de nature à accélérer les besoins. Avec des panneaux solaires, on parle toujours de gagnants et de perdants, avec des panneaux solaires bon marché et des voitures électriques qui arrivent progressivement sur le continent. La Chine, on le voit, elle avance ses pions. Est-ce qu'elle serait la grande gagnante de cette crise, elle aussi? Si vraiment le continent africain était proche de basculer vers la transition vers le renouvelable et le solaire, évidemment, on dirait oui, puisque la Chine... est un grand fournisseur de tous ces matériaux pour les panneaux et les batteries et compagnie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on en est surtout à la phase d'avant, c'est-à-dire à la phase fossile, où aujourd'hui, le continent africain n'a pas exploité l'entièreté de son potentiel de ses sous-sols, alors que c'est un continent, une région du monde, si on raisonne à l'échelle de la planète, qui émet peu de gaz à effet de serre, mais qui pourtant ne peut pas aujourd'hui trouver les financements pour exploiter son pétrole, son gaz, que ce soit au Mozambique, en Afrique du Sud, où il y a plusieurs projets qui sont en ballottage. Donc, face à un besoin en énergie qui est énorme, il y a 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, c'est quand même beaucoup. Aujourd'hui, je pense que l'immédiateté, c'est de faire avec ce que le continent a sous la main. Et évidemment, la transition énergétique sur un continent ensoleillé qui
qui donc a les capacités naturelles pour l'exploiter, c'est utile. Surtout qu'on peut se dire qu'avec les coûts des transports maritimes en ce moment, ça devrait renchérir aussi les produits importés, y compris venant de Chine. Absolument. Bon, en tout cas, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Aurélie Mbida, rédactrice en chef du pôle économie au magazine Jeune Afrique, Abdoulaziz Sy Junior, PDG de l'école de commerce Subdeco de Dakar, Julien Marcilly, directeur du cabinet de conseil Global Sovereign Advisory, et James Kouaté, vous êtes PDG de Kantara Asset Management. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.